Imaginez un instant, vous marchez dans une ruelle sombre et vous entendez un sanglot. Puis une petite voix vous demande « Monsieur, pouvez-vous enterrer ma sœur ?» Ce n'est pas une fiction. C'est exactement ce qui est arrivé à Roberto Azevedo, un homme d'affaires millionnaire de Recife. Et ce qu'il a découvert en s'approchant de cet enfant va bouleverser votre conception de la vie, de la mort et du pouvoir d'un simple geste de compassion. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et de commenter d'où vous nous regardez. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Roberto Azevedo avait construit sa vie comme une forteresse. Président d'une entreprise technologique prospère, il contrôlait des millions, prenait des décisions qui changeaient des carrières et menait une existence parfaitement ordonnée. Aux yeux du monde, il incarnait le succès. Mais derrière cette façade d'acier se cachait un homme détruit. 3 ans plus tôt, Clara, sa femme, était morte dans ses bras après une longue maladie. Roberto n'avait pas pu la sauver. Depuis ce jour, il s'était réfugié dans le travail. Levé à 5 heures, rapport avant le petit déjeuner, réunion jusqu'à l'épuisement. Ne jamais s'arrêter, ne jamais penser, ne jamais ressentir. Sa maison était devenue un musée silencieux. Le parfum de Clara s'accrochait encore au rideau. Sa tasse favorite restait sur l'étagère. Mais plus personne ne riait dans ces pièces trop grandes. Ce matin de décembre était suffocant. La chaleur de Recife collait à la peau comme une seconde peau. Roberto venait de conclure un accord à plusieurs millions avec des investisseurs étrangers. Pour n'importe qui d'autre, c'était une victoire. Pour lui, ce n'était qu'une autre journée vide. Il traversait le centre historique, perdu dans ses pensées, quand un son brisa sa concentration. Ce n'était pas un cri, c'était quelque chose de plus profond, un sanglot qui portait des siècles de douleur. Roberto s'arrêta net. Son instinct lui disait de continuer. La ville débordait de tragédie. Mais ce son, il ne pouvait pas l'ignorer. Il suivit la voie jusqu'à une ruelle étroite coincée entre des murs de briques délabrés. La lumière peinait à y pénétrer. Au fond, assise sur le sol crasseux, se trouvait une petite fille d'environ 8 ans. Ses cheveux emmêlés tombaient sur son visage sale. Ses vêtements n'étaient que des lambeaux de tissu usés. Ses pieds nus portaient les marques de longues marches sur des routes hostiles. Mais ce qui glaça Roberto jusqu'aux os, ce fut ce qu'elle tenait dans ses bras, un bébé d'environ 2 ans, immobile, froid, la peau trop pâle. La petite fille leva les yeux vers lui, des yeux bruns noyés de larmes qui reflétaient un désespoir qu'aucun enfant ne devrait connaître. Puis elle prononça les mots qui changeraient la vie de Roberto à jamais. « Monsieur, pouvez-vous enterrer ma petite sœur ? Elle ne s'est pas réveillée ce matin et elle est si froide. Je n'ai pas d'argent pour lui offrir un bel enterrement, mais je promets de travailler et de vous payer quand je serai grande. » Le temps s'arrêta. Roberto sentit son cœur se déchirer. Ces mots transpercèrent l'armure qu'il avait construite depuis 3 ans. Le souvenir de Clara mourante devant lui, impuissant, revint comme une lame. Il regarda autour de lui. Personne, pas d'adulte, juste cet enfant tenant ce qu'elle croyait être le corps sans vie de sa sœur. Ses jambes tremblaient, sa gorge se serra. Que dire face à une demande aussi déchirante? Puis, presque par instinct, Roberto s'agenouilla. Il tendit une main hésitante vers le bébé. La peau était froide, trop froide, mais il posa ses doigts sur le petit cou fragile. Rien, puis un battement, faible, presque imperceptible, mais là. « Elle est vivante !» cria Roberto, la voix brisée par l'émotion. « Ta sœur est encore en vie !» Les yeux de la fillette s'écarquillèrent, l'incrédulité mélangée à l'espoir. « Vous êtes sûr? Elle n'a pas bougé depuis hier soir ?»
Roberto sortit son téléphone avec des mains tremblantes et composa un numéro. Docteur Henrique, c'est Roberto Azevedo. J'ai une urgence pédiatrique. Une enfant en état critique. Je l'amène immédiatement. Préparez les soins intensifs. Il ne laissa pas le temps aux questions, il tendit les bras vers la fillette. « Donne-moi ta sœur, je dois l'emmener maintenant. » La petite hésita. Puis, avec une confiance désespérée, elle lui confia le petit corps trop léger. « Viens avec moi, » ordonna Roberto. « Je ne te laisserai pas seul. » La fillette ramassa un petit sac plastique froissé, son seul bien, et courut derrière lui. La ville continuait de vivre, indifférente, mais pour Roberto, plus rien n'était pareil. Il installa le bébé dans ses bras, la fillette sur le siège passager, et fonça vers l'hôpital portugais. La circulation de Recife était un cauchemar, chaque feu rouge était une torture. « J'ai essayé, monsieur, » murmura la fillette. « Je lui donnais toujours à manger en premier, mais elle s'est tue et aujourd'hui elle ne s'est pas réveillée. J'ai cru qu'elle était partie rejoindre grand-mère au ciel. » Ces mots transpercèrent Roberto comme des couteaux. Il serra le volant plus fort. Pas cette fois. Cette fois, il ne laisserait pas la mort gagner. À l'hôpital, l'équipe médicale attendait déjà. Roberto remit le bébé aux mains expertes des infirmières. La fillette lui agrippa la main, terrifiée. « Je ne te laisserai pas, promit-il. » Le médecin apparut quelques minutes plus tard, le visage grave. État critique. Malnutrition sévère, pneumonie avancée. Nous devons agir vite. Roberto acquiesça, mais sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur lui. La fillette, qui finit par dire qu'elle s'appelait Lia, pleurait silencieusement. Une assistante sociale s'approcha. « Êtes-vous un parent de l'enfant ?»« Non, » répondit Roberto sèchement. « Mais c'est moi qui l'ai amené. »« Alors nous devrons contacter les services de protection de l'enfance. » Ces mots résonnèrent comme une menace. Roberto comprit qu'il pourrait perdre Lia. Au cours des jours suivants, la tension monta. Lia fut examinée par des psychologues et des infirmières, mais elle refusait de s'éloigner de Roberto. Elle dormait sur des chaises à côté de lui, refusait de manger quand il n'était pas là. Roberto était déchiré. Chaque fois qu'il regardait Lia, il voyait Clara dans ses derniers jours. La fragilité de cet enfant ravivait des blessures qu'il croyait enfouies. Le soir, seul chez lui, il fixait son verre de whisky sans le boire et se demandait s'il avait la force de s'engager à nouveau. Marcia, l'assistante sociale, semblait se méfier de lui. Un jour, elle lança « Il y a des familles inscrites depuis des années pour l'adoption. Ce que vous avez fait est noble, mais cela ne vous donne aucun droit sur elles. » Roberto sentit la colère monter. « Je ne parle pas de papier, je parle d'une enfant qui a besoin de soins immédiats. Si je ne m'étais pas arrêté dans cette ruelle, elle serait morte. » La discussion résonna dans les couloirs, laissant Lia recroquevillée de peur. Un après-midi, Lia sortit de son petit sac une photo déchirée d'une vieille dame souriante. « C'est ma grand-mère, elle s'occupait de nous. Après sa mort, nous nous sommes retrouvés seuls. » Roberto prit la photo avec précaution. Cette image parlait de racines, de pertes, de responsabilités qui ne devaient pas peser sur des épaules si petites. À l'aube, le médecin revint avec des nouvelles. Le bébé a survécu à la première nuit. Elle réagit bien. Lia s'effondra en sanglots de soulagement, agrippant le bras de Roberto. C'est à ce moment qu'il comprit. Il ne s'agissait pas seulement de sauver 2 enfants, il s'agissait de se sauver lui-même. Le Conseil de protection de l'enfance avait déjà été informé.
Des enquêtes allaient être ouvertes. Il y aurait des entretiens, des visites à domicile, des rapports. Mais Roberto était déjà trop engagé pour faire marche arrière. Le tribunal sentait le papier vieilli et le bois ciré. Roberto transpirait dans son costume sombre. À ses côtés, Lia marchait la tête baissée, lui serrant la main à lui broyer les doigts. Dans la salle d'audience, le silence était oppressant. Le juge, le procureur, l'assistante sociale, tous le regardaient. « Monsieur Roberto Azevedo, » commença le juge, « nous sommes ici pour évaluer la situation des mineurs. » Des mots bureaucratiques suivirent un diplômant personnel story avec compassion et care. Émotion, fil de griffe, tendresse et croyant top. Délivré style, spiquant lentement avec un vorme intimiste, alors en pause pour émotionnelle veille, à s'entendre comme un expérimenté audiobook narrateur. Assimant comme si chérant une sacrée mémoire par candelaille, où chaque mot m'attire et silence spique valeur. Des mots bureaucratiques suivirent, protocole, registre, file d'attente pour l'adoption. Puis le procureur se leva. « Votre honneur, il existe des centaines de familles qui attendent depuis des années. Le prévenu est un homme puissant, mais cela ne le place pas au-dessus des lois. » Le mot « prévenu » tomba comme une sentence. Roberto voulut se lever, crier, mais le regard de Lia le retint. Le juge se tourna vers elle. « Mademoiselle, que voulez-vous qu'il se passe ?» Un silence pesant s'installa. Lia prit une profonde inspiration. Sa voix était basse, mais ferme. « Je veux rester avec lui. Il n'a pas laissé ma sœur mourir. Il ne m'a pas laissé seule. » La salle s'agita. Marcia, l'assistante sociale, protesta. « Avec tout le respect, votre honneur, nous ne pouvons pas fonder une décision sur les appels émotionnels d'une enfant traumatisée. » Roberto explosa. Il se leva brusquement. « Traumatisée ?» Sa voix résonna dans la salle. « Cette fille est plus forte que beaucoup d'adultes que je connais. Elle s'est occupée de sa sœur dans la rue. Elle a souffert de la faim pour nourrir le bébé en premier. Et maintenant, elle demande simplement à ne pas être arrachée à la seule personne qui lui reste. » Le juge leva la main pour demander le silence, mais Roberto continua. « Votre honneur, j'ai perdu ma femme d'une maladie que je n'ai pas pu vaincre. J'ai passé 3 ans à me cacher derrière des rapports parce que je ne voulais plus ressentir la douleur. Mais quand j'ai trouvé Lia et Julia dans cette ruelle, j'ai compris que je ne pouvais plus fuir. J'ai choisi d'être ici. J'ai choisi de me battre pour elle, et je me battrai jusqu'au bout. » La salle resta silencieuse. Lia pleurait doucement. Le juge posa ses bras sur la table, regardant par-dessus ses lunettes. Le tribunal reconnaît le lien affectif établi. Compte tenu du risque social et des soins immédiats prouvés, j'autorise la garde provisoire des mineurs à Monsieur Roberto Azevedo. Les mots résonnèrent comme un coup de fouet libérateur. Lia s'effondra dans ses bras, sanglotant. Roberto ferma les yeux, sentant des larmes chaudes couler malgré des années de retenue. Il savait qu'à partir de là, plus rien ne serait comme avant. Le couloir du tribunal semblait plus long à la sortie. Roberto marchait lentement, comme si chaque pas pesait des tonnes. Lia marchait main dans la main avec lui, son petit sac plastique se balançant sur son épaule. Dehors, la ville continuait de faire du bruit, mais pour Roberto, tout était silencieux. Ils montèrent dans la voiture sans parler. Lia appuya sa tête contre la vitre, les yeux mi-clos. Roberto resta immobile quelques secondes, les mains sur le volant. « Monsieur Roberto, » dit Lia d'une petite voix, « le juge a dit que je peux rester avec vous. Mais, et si un jour vous vous lassez de moi ?» Roberto ferma les yeux, essayant de contenir son émotion. Puis il se pencha vers elle et dit doucement, « Je ne me lasserai jamais de toi, jamais. » Ils arrivèrent au manoir au crépuscule.
Le portail s'ouvrit lentement, révélant le jardin parfait et les fenêtres en miroir. Pour Lia, c'était un monde étrange. Elle hésita avant d'entrer. Roberto s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « C'est chez toi ici maintenant, tu n'as pas à avoir peur. » À l'intérieur, le silence était différent. Il y avait trop d'espace, trop de murs blancs. Lia posa son sac dans un coin et resta immobile, regardant autour d'elle. « Je peux vraiment rester ici ?» demanda-t-elle. « Oui, sourit Roberto. Cet endroit n'avait aucun sens jusqu'à maintenant. » Cette nuit-là, Roberto ne dormit presque pas. Il s'assit dans un fauteuil, observant la porte entr'ouverte de la chambre où Lia s'était endormie pour la première fois dans un vrai lit. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle dormait paisiblement. Roberto ferma les yeux, mais les souvenirs revinrent. Clara dans son lit d'hôpital. Il n'avait jamais réussi à la sauver. Mais maintenant, il sentait qu'il était appelé à une nouvelle mission, sauver ceux qui pouvaient encore l'être. Le lendemain matin, il se réveilla avant le lever du soleil. Il prépara le café, comme toujours, mais la cuisine ne semblait plus la même. Sur la table, à côté de la tasse, se trouvait un dessin d'enfant. Des lignes tortueuses formant 3 silhouettes se tenant la main. Un homme grand, une petite fille avec des tresses, une autre plus petite. Roberto resta immobile, regardant ce dessin comme un contrat tacite. Quand Lia entra dans la cuisine, se frottant les yeux, il leva le papier. « C'est toi qui as fait ça. » Elle acquiesça timidement. « C'est nous, vous, moi et ma sœur. » Le cœur de Roberto se serra. Il rangea soigneusement le dessin dans un porte-document en cuir, comme le document le plus important de sa vie. Il savait que les jours suivants seraient difficiles, mais à cet instant, rien n'avait plus d'importance que le fait qu'il n'était plus seul. Pour la première fois depuis longtemps, il avait quelqu'un qu'il pouvait appeler sa famille. Les mois passèrent. Le manoir, autrefois froid et silencieux, résonnait maintenant de rires d'enfants. Julia, rétablie, courait après les papillons dans le jardin. Lia arrosait les plantes avec enthousiasme. Roberto les observait de loin, une tasse de café oubliée à la main. Il n'était plus l'homme qui se levait uniquement pour lire des rapports. Les papiers s'empilaient et pouvaient attendre. Il avait découvert quelque chose qu'aucune réunion millionnaire ne lui avait jamais offert. Le sens de rester. La maison n'était plus organisée comme avant. Des jouets éparpillés dans le couloir, des dessins sur le réfrigérateur, un ours en peluche sur le canapé. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus peur du silence de la nuit. Un soir, Lia entra dans sa chambre à pas timide. « Je peux vous poser une question ?»« Bien sûr. »« Papa, » se corrigea-t-elle avec hésitation, « vous pensez que je suis un fardeau ?» Roberto s'agenouilla devant elle et prit ses petites mains. « Tu ne seras jamais un fardeau, Lia. Tu es la raison pour laquelle cette maison a retrouvé la lumière. » Elle sourit timidement, les yeux brillants. À cet instant, il comprit que ce n'étaient pas seulement les filles qui étaient sauvées. Lui aussi. Cette histoire nous montre quelque chose de profond. Il n'est pas nécessaire d'avoir le même sang pour devenir une famille. Parfois, un geste de compassion au bon moment suffit. Toutes les douleurs ne peuvent pas être guéries. Tous les traumatismes ne disparaissent pas. Mais quand il y a de l'attention, quand il y a de la présence, même les cicatrices les plus profondes trouvent un espace pour se transformer en force. L'amour n'efface pas le passé, mais il est capable d'écrire de nouveaux futurs. Vous qui êtes restés jusqu'ici, vous avez peut-être remarqué que cette histoire parle aussi de vous, parce que nous avons tous, à un moment donné, été comme Roberto, essayant de cacher notre douleur derrière des tâches et des routines. Et nous avons tous, à un moment, été comme Lia, demandant simplement à ne pas être laissés seuls. Si cette histoire vous a touché, c'est peut-être pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui peut être touché par votre geste,
par votre regard, par votre présence. Parfois, vous êtes Roberto. D'autres fois, vous êtes Lia. Et tout va bien, car le plus important est de ne pas renoncer à créer des liens. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.